Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Diasporama à partir des Émirats arabes unis. Cap sur Abu Dhabi pour retrouver Madame Rabea Farouhi. Bonjour. Bonjour Maya, bonjour et merci de m'inviter. Et bonjour à toutes et à tous. C'est très bien d'avoir dit toutes d'abord. Oui, mais en fait, je l'ai toujours dit et je le dis encore aujourd'hui. Et je sais ô combien vous êtes très attachés à la question du genre. Donc, ça tombe très bien. Et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, hein. Allez, je vais dire tout de suite, je vais dire ce que vous m'avez dit tout à l'heure aux antennes, que vous refusiez d'intervenir dans des panels où vous êtes la seule femme. C'est vrai? Absolument, Absolument. absolument. C'est une Bon, décision qu'on a prise à plusieurs femmes pour se dire que, parce qu'à chaque fois qu'on demande où sont les autres femmes, oh mais il n'y en a pas, mais non, mais bien sûr qu'il y en a. Donc maintenant, ils font plus d'efforts, ils savent qu'on ne viendra pas sinon. Donc voilà. voilà. Eh ben, c'est très bien. Alors, Madame Rabea Farouhi, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de faire votre diasporama à partir de Abu Dhabi. Alors, vous avez un emploi du temps très chargé. Nous allons voir pourquoi dans quelques instants. Vous avez des responsabilités au sein de l'IRENA, qui est le Centre international des énergies renouvelables, où vous êtes directrice des connaissances, des politiques et des finances, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Très bien. L'IRENA, qui est donc une agence internationale de type onusien et Oui. qui s'occupe, qui a été créée juste il y a 11 ans pour promouvoir la transition énergétique basée sur les énergies renouvelables, avec 170 pays membres dans toute l'agence, donc quasi universelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire justement, vous qui êtes experte en développement économique international, dédiée à l'énergie durable, vous n'êtes pas une spécialiste du domaine, vous venez plutôt du domaine de l'économie, nous verrons cela tout à l'heure, mais dites-nous pourquoi vous êtes versée dans le domaine des énergies renouvelables et ce que les missions de l'agence dans laquelle vous êtes, qui est une agence très importante. Merci. Alors, très brièvement, je suis arrivée là parce que j'ai fait une thèse, un doctorat en énergie et en économie de l'énergie avec un modèle spécialisé pour l'Algérie que j'avais espéré il y a plus de 25 ans de ça donner au ministère de l'énergie. Bon, les choses ne se sont pas faites pour des raisons variées. Et donc, du coup, j'ai commencé ma carrière à l'OPEP, donc vraiment sur l'énergie conventionnelle, en espérant qu'un jour, je puisse aller vers des choses comme les énergies renouvelables. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'il y a un gros intérêt maintenant sur la transition énergétique. Et il y a une quinzaine d'années à peu près, j'ai commencé à travailler sur les renouvelables. Et l'Agence internationale des énergies renouvelables était une idée très, très intéressante d'un visionnaire parlementaire allemand, Hermann Scher, qui voulait absolument qu'il y ait encore une institution internationale qui soit créée pour essayer de promouvoir les renouvelables et d'essayer d'adresser le défi du changement climatique. Alors, vous faites bien de dire encore une agence dédiée aux énergies renouvelables. Il est vrai qu'à ma connaissance, il y en a beaucoup à travers le monde. Et pourtant, jamais la question de la transition énergétique n'aura été autant d'actualité en ce moment, dans ce contexte de guerre en Ukraine et ses différentes inquiétudes sur tous les plans, y compris le plan énergétique. Qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet? Alors, la sécurité d'approvisionnement, c'est rien de nouveau, hein. Ça existe depuis les années 70, quand les prix du pétrole ont augmenté, etc. Souvent à juste titre, puisque c'était des ressources exploitées par les grandes multinationales sans nécessairement bénéficier aux pays exportateurs. Donc, ça a été une très belle transition d'avoir l'OPEP, etc. Ensuite, il est vrai que donc c'est toujours resté un sujet d'actualité, la sécurité d'approvisionnement. Mais souvent aussi, les pays exportateurs parlent de sécurité de la demande. Et ils ont aussi besoin, c'est pas que pour nous, pour les pays exportateurs de pétrole, que le pétrole est produit. Mais ce qui est la nouvelle donne, ça a été, mais qui existe dans le monde académique, qu'on connaît depuis très longtemps, c'est le défi climatique. Et ça, malheureusement, les décideurs n'ont pas voulu prendre en compte parce qu'il y a des parties prenantes qui ont des intérêts dans toutes ces ressources énergétiques. Et donc, ça a été très difficile. Donc, quand on a commencé il y a 10, 11 ans,
C'était difficile de faire ce qu'on appelle le business case pour les renouvelables parce que c'était encore plus cher que le reste des ressources énergétiques. On a eu beaucoup de chance parce que les prix ont dégringolé. Donc maintenant, les renouvelables sont compétitifs par rapport aux autres énergies. Et d'un côté, du point de vue de l'environnement, c'est plus bénéfique. Et d'un point de vue aussi de la sécurité d'approvisionnement, c'est aussi bénéfique puisque les ressources, tout le monde a des ressources plus ou moins en solaire, en éolien, en géothermie, etc. Donc, c'est vraiment une solution qui est la solution du futur. Malheureusement, on ne va pas assez vite dans les changements pour des intérêts divers et variés que vous connaissez dans le monde géopolitique et stratégique. Il y a eu pourtant des réalisations, j'imagine, au sein de l'IRENA, multiples depuis 11 ans. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier en tant que IRENA, en tant que centre, institution? Alors, donc, je m'occupe d'une division qui a à peu près 35 experts et on travaille sur différents domaines, comme vous avez dit, les connaissances, les politiques énergétiques et autres politiques pour préparer à la transition énergétique et puis l'aspect financier aussi. Et en fait, ce qui a été très important, je pense, dans le travail qu'on a fait avec mon équipe, c'est de démontrer que la transition énergétique ne peut être bénéfique que si on a des solutions qui ne sont pas seulement technologiques. C'est-à-dire qu'il faut des politiques énergétiques, évidemment, mais il faut aussi préparer la transition énergétique. Il faut des changements structurels dans l'économie. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui. Absolument. Par exemple, le fait que, si vous voyez le pacte vert européen, il est très intéressant, mais il sert surtout l'Europe. Les pays en développement ou l'Afrique, disons en général, parce qu'il y a pas mal d'aspects sur les échanges avec l'Afrique. L'Afrique est consommatrice de technologies et de capacités de renforcement de capacités, etc. Non, l'Afrique a assez de ressources pour se développer elle-même, pour que les différents segments de la chaîne de valeur des renouvelables soient faits, même si nationalement c'est pas possible, au moins régionalement, parce qu'on a les capacités, on a l'intelligence, on a les ressources. Donc, moi, dans le dernier rapport que qu'on a fait sur l'Afrique avec mon équipe sur la transition énergétique, on demande un pacte vert africain où ce développement, cette transition énergétique ne servirait pas seulement les intérêts des plus forts aujourd'hui, mais servirait le développement économique et social de ces pays-là. Et ce n'est que comme ça qu'on peut avoir une transition énergétique bénéfique pour une majorité. Alors, sur les réalisations, les projets aboutis de l'IRENA, est-ce que vous pouvez nous faire rêver? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur des projets qui auraient abouti soit aux Émirats arabes unis ou à l'extérieur? Donc, nous, on ne travaille pas principalement on travaille sur aucun pays seul, quoi. On travaille dans 170 pays. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite l'implémentation des politiques énergétiques, de l'environnement financier et on facilite les projets, l'implémentation des projets. C'est l'expertise, c'est l'engineering, l'expertise. Exactement, exactement. Oui, très bien. Alors, tout récemment, Madame Rabia Ferrochi, lors de l'Assemblée de l'IRENA, justement, l'Algérie a été élue au sein du conseil de l'IRENA et membre d'une commission également. Est-ce que c'est grâce à vous? Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Qu'est-ce que va apporter l'Algérie à cette institution? Et à contrario, cette institution, que va-t-elle apporter à l'Algérie? Je veux dire par là, est-ce qu'il y a des projets entre les deux? Donc, l'Algérie est membre de l'IRENA depuis le départ, donc depuis 2010, mais je veux dire qu'elle n'a pas été très active jusqu'à présent. Et puis, ces 2-3 dernières années, ça commence. Je crois que ça a beaucoup à voir avec les développements aussi de la vision du secteur énergétique en Algérie, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'à un moment ou un autre, on a des ressources extraordinaires, on est vraiment béni de Dieu d'avoir et des hydrocarbures et du solaire, de l'éolien. Du soleil et du vent. Exactement. Donc, du coup,
il y a un plus grand intérêt que porte l'Algérie et donc une participation beaucoup plus importante qu'elle n'a été les années auparavant. Donc, je me mets aussi en contact avec différentes institutions en Algérie pour essayer d'aider dans cette transition énergétique. Il y a des travaux qui se font. Les décisions sont en train de se prendre. J'ai eu le plaisir de rencontrer le président du cluster énergie renouvelable, énergie verte, je ne sais plus exactement leur nom. Mais du coup, on va faire des choses ensemble. En particulier, il y a des appels d'offres qui se font sur des projets en Algérie en ce moment. Il va y en avoir 14 à peu près, d'après ce que j'ai compris. Et la manière dont on définit la politique des enchères, c'est très important. Donc, pour essayer d'attirer des investissements, mais aussi de bénéficier d'un maximum de ces investissements pour le pays. Oui. Et donc, il faut dessiner en fait ce genre d'enchères d'une manière très particulière. Et on aimerait, mon équipe et moi, venir en Algérie essayer de voir si on peut donner notre expérience, partager notre expérience pour que ces enchères se fassent de manière la plus bénéfique pour l'Algérie et que l'Algérie justement utilise ces enchères pour les renouvelables, pour des projets renouvelables, afin de réaliser une partie des chaînes de valeur dans le pays. Et ce qui a été très intéressant, en fait, c'est pour ça que le monde entier est plus intéressé par la transition énergétique, c'est que le Covid est arrivé, les gens se sont rendus compte que les chaînes de valeur globales, c'est un vrai problème. Il y a eu des pénuries un peu partout, etc. Donc, il y a un intérêt, il y a un regain d'intérêt pour les choses ou les chaînes de valeur qui peuvent se faire au niveau local, national ou au moins régional. Et c'est ce qu'on dit dans le rapport sur l'Afrique, où il faut vraiment une régionalisation des chaînes de valeur pour que, par exemple, juste pour vous donner un exemple, les minerais rares, dont on en a beaucoup en Algérie, il y en a beaucoup dans d'autres pays africains, ce sont des minerais qui sont importants pour l'industrie des énergies renouvelables. Mais on ne veut pas juste que ces ressources soient exploitées et juste les exporter. On veut, dans le pays, créer une chaîne de valeur pour ajouter de la valeur dans notre propre pays, créer de l'emploi, qu'il y ait une croissance plus importante du PIB, etc. Vous sentez, enfin, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il y a une réelle volonté politique aujourd'hui en Algérie d'amorcer le virage de la transition énergétique, d'être moins dépendant des énergies fossiles dont qu'on exploite depuis très longtemps et qu'on croit suffisantes. Mais voilà. Oui. Alors, c'est toujours difficile. La plupart des pays qui ont des ressources hydrocarbures ont toujours beaucoup de mal à faire le pas. Et c'est tout à fait normal parce que, bon, vous avez des impératifs divers et variés. Il y a des intérêts aussi, mais pas seulement en Algérie, avec les différents pays avec lesquels on exporte les hydrocarbures. Là, avec la question qui a de l'Ukraine, il est clair que l'Union européenne est en train d'essayer de voir comment avoir un approvisionnement plus important des pays existants hors Russie. Donc, c'est toujours un peu difficile de prendre ce tournant, mais vous savez, c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail qu'on a fait ces dernières années sur l'impact socio-économique de la transition énergétique. Et c'est vraiment les résultats qu'on reçoit, qu'on obtient sont extraordinaires parce que le PIB est important. Même dans des pays qui sont dont l'économie est basée sur les hydrocarbures. L'emploi augmente, il y a de nouveaux emplois, donc il faut s'assurer que l'éducation et la formation est là pour préparer cette transition énergétique. Parce que ça, c'est aussi un autre point qui est très important. On ne peut pas du jour au lendemain commencer une transition énergétique. Elle se fait petit à petit. Elle s'amorce, oui. Et elle s'amorce pour l'instant. Je pense que l'Algérie a encore beaucoup à faire et j'espère qu'elle fera appel aux différentes compétences dans le pays et à l'extérieur du pays, tous ceux qui sont en dehors du pays et qui font ça depuis des années, qui aimeraient apporter leur savoir-faire
ce serait extraordinaire. Mais comme dans tous les pays, et ça, je peux vous le dire parce que j'en fais beaucoup, les rivalités institutionnelles, les différentes entre un ministère qui est dans l'énergie conventionnelle, un autre qui est plus dans le nouveau système énergétique, les différentes parties prenantes, c'est assez compliqué, hein. Donc, c'est un sujet très politique. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé ici parce que c'est un pays qui a des hydrocarbures. Et quand je suis venue il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé beaucoup avec les différentes parties prenantes. Ça a pris du temps, mais on s'est tous finalement se trouver à une table pour essayer de définir ce que ça voulait dire la transition énergétique pour eux, quelle genre de politique énergétique qu'il fallait établir, etc., etc. Donc, c'est faisable. Et donc, la volonté, évidemment, il faut une volonté politique, mais je dirais que les instruments sont là. Voilà. Et les experts aussi. Et les experts. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, au vu de la pandémie du Covid, s'en est suivi la guerre en Ukraine, on ne sait vers quoi cela va déboucher. En tout cas, ça n'augure pas de bonnes choses. Que la question de la transition énergétique a été un peu reléguée au second, troisième, quatrième plan, ce qui a fait accuser au gouvernement, enfin un peu partout, en Algérie aussi, énormément de retard. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est une question qui a été un petit peu oubliée au vu du contexte pandémique mondial et la guerre aussi? Alors, c'est intéressant parce que si vous voyez, par exemple, l'Union européenne, elle a décidé d'augmenter le pourcentage des renouvelables dans son mix énergétique. Donc, il y a des régions et des pays qui en font plus, et puis d'autres qui en font moins ou n'amorcent pas, comme vous dites, leur transition énergétique pour différentes raisons. Mais vous savez, c'est pas la responsabilité d'un seul pays, c'est une responsabilité globale. Parce que si vous demandez à certains pays de vous approvisionner avec plus de pétrole ou de gaz ou de LNG, etc., ben évidemment, c'est pas la route qu'il faut prendre. Si vous-même, d'un côté, vous augmentez votre ambition en transition énergétique et en énergie renouvelable, mais d'un autre côté, entre-temps, vous demandez aux pays exportateurs de vous approvisionner avec plus d'énergie conventionnelle, c'est un problème. Donc, c'est vraiment un problème global. Et la transition énergétique, on peut pas l'analyser en pays isolés. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est une question globale qu'il faut régler de manière globale. C'est pour ça que je crois énormément à un pacte vert, même si ça peut sembler idéaliste et qu'au final, il faut une volonté politique de l'Afrique, évidemment. Mais je pense que de la manière dont les choses sont en train de se développer, j'ai l'espoir qu'au final, il y aura une prise de conscience que cette transition énergétique peut se faire à moindre coût que la continuation de ce qui existe aujourd'hui et peut bénéficier les économies et les sociétés des pays en voie de développement. Très bien. Alors, docteur Flory, sur un plan universitaire, on va dire que vous êtes titulaire d'une maîtrise en économie appliquée et d'un doctorat en économie de l'université américaine Washington DC. Donc, vous êtes allé étudier l'économie aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a amené vers le secteur de l'énergie? Est-ce que vous l'avez déjà étudié à Washington, à l'université, ou alors c'était de l'économie générale et puis vous aviez envie d'être dans les énergies renouvelables? Alors, très brièvement. Vous avez fait votre transition à vous. Ma transition, oui. Alors, c'est les choses de la vie, en fait. J'avais fait tout mon doctorat pour faire une thèse très particulière parce que je me focalisais surtout sur le marché du travail, en fait, et le développement économique. Et donc, je voulais faire une thèse, et la thèse, c'était l'emploi féminin en Algérie. Malheureusement, je suis tombée sur un prof qui était absolument horrible et qui m'a pas laissé terminer. Et qui s'appelait comment?
Là, on Oui, va pas dire son nom. mais c'est une femme très, très connue et qui était la En plus, première PhD de Harvard University, donc pas des moindres, mais je ne sais pas pourquoi elle se disait féministe, parce que j'ai l'impression qu'elle n'aimait pas beaucoup les femmes. Et on est oh là beaucoup à là. avoir eu des soucis avec elle. Mais bref, du coup, j'ai changé de sujet parce que je me disais que l'énergie, c'était quelque chose qui pouvait aider l'Algérie aussi. Donc, j'ai fait un modèle énergétique pour l'Algérie, de prévision de la demande énergétique en Algérie. Et en même temps, pendant que j'écrivais ma thèse, j'ai eu un boulot à Vienne, en Autriche, à l'OPEP. Donc voilà, j'ai fait les deux jusqu'à ce que j'ai terminé ma thèse. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'énergie un peu plus. Donc d'abord conventionnelle, puis renouvelable, puis voilà, transition énergétique. Très Alors rapidement. aujourd'hui, vous dites finalement merci à cette dame qui vous a pas encadré comme il fallait dans votre thèse, puisque vous êtes arrivé à là où vous êtes arrivé ou pas? À mi-chemin, vous dites quoi? Oh, vous savez, la vie, on fait on fait tout un tas de plans, etc. Et puis, on fait de son mieux. Et puis, finalement, il y a le mektoub, il y a les choses qui se passent. Et puis, non, je pense que je suis très, très bien comme ça. Mais je pense que j'aurais aussi beaucoup aimé travailler sur la femme dans Ben le monde justement. de l'économie. Et ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, voilà, justement, c'est que j'ai essayé à travers mon travail de toujours relier les sujets qui m'intéressent, donc le développement économique, la femme, donc le rôle de la femme dans les énergies renouvelables, qui est un peu plus Mhm, important que celui des femmes dans les énergies conventionnelles. Je crois que c'est plus mhm. attractif parce qu'il y a l'aspect environnement, il y a les relations avec les différents autres domaines des sciences sociales. Donc, il y a beaucoup plus de Oui, femmes, mais on a encore du chemin à faire, hein. oui, Surtout, il y a le plafond comme vous savez, le plafond de verre dans tous les métiers. C'est oui, pas très différent dans l'énergie renouvelable, hein. Il oui, faut travailler deux oui. fois plus. Il faut tout le temps se justifier. Mais je pense que vous connaissez, comme beaucoup d'entre nous qui travaillons à des niveaux, disons, plutôt élevés dans la hiérarchie. Et il y a des clubs d'hommes, quoi. Il faut Oui, oui, s'accrocher. oui. Tout à fait, tout à fait. C'est pas encore réglé. Nous n'avons gagné ni la guerre ni la bataille, des petites batailles, mais il reste beaucoup de chemin à faire. Et j'apprécie justement votre engagement parce que ce qui ressort de votre discours, des différentes choses qu'on peut retrouver sur vous, donc beaucoup de travail, beaucoup de publications. Vous êtes très hyper productive, aussi bien pour les institutions que pour les publications, la presse spécialisée. Et également, vous ne perdez pas de vue donc vos premières amours dont vous parliez à l'instant, donc la femme et le genre. Et on avait ouvert cette interview parce que vous me disiez tout à l'heure en discutant que dorénavant, vous refusez de participer à des séminaires où vous êtes la seule femme panéliste. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous êtes arrivé des anecdotes pareilles, des situations pareilles, et où vous avez refusé, pas où vous y êtes allé, mais où vous avez refusé de participer? Ah oui, oui, ah oui, oui. Donc c'est Oui. toujours très intéressant parce que d'abord la personne est choquée, l'organisateur, l'organisatrice sont choqués. D'ailleurs même quand c'est des femmes. Mhm. Et la première question c'est mais non mais il y a pas d'experts dans le domaine. Mais si moi j'ai une liste d'experts dans tous les domaines des énergies renouvelables, je peux vous la donner et vous Oui. choisir une autre femme. Et si jamais vous n'en trouvez pas d'autres, eh ben je serai pas là. Donc, voilà, et donc c'est très marrant parce qu'on appelle ça donc ces panels, hein, donc c'est des panels, on appelle ça des manels, Ah, voilà. Donc, ah on ne va oui, pas au oui. manel, Au à la Manel. rigueur, on pourrait aller dans les women avec des women, mais on va pas dans les, voilà. Mais ils sont toujours très choqués. Mais je trouve qu'il y a Ouais. un changement comme ça parce que de temps en temps, on m'appelle, on me dit, oh, vous savez, c'est comme si en fait, les gens le savent au bout d'un Ils moment. le Ils me disent, savent, oui. Mm. il y a une autre femme, hein, ne vous inquiétez pas, il y a une autre femme. Je crois On que je vous vais annonce la couleur tout de augmenter le suite. quota. On devrait augmenter le quota, dire maintenant, je viens Oui, pas s'il n'y en a pas deux ou la moitié du panel ou quelque chose comme oui, ça. oui, oui. C'est une excellente chose à suivre, un excellent modèle à suivre, effectivement. Ouais. Alors, Rabia Faroukhi, je ne sais si vous êtes né en Algérie, mais en tout cas, je sais que vous avez grandi en Algérie, n'est-ce pas?
Oui, j'ai grandi en Algérie. Je suis née en Tchécoslovaquie à l'époque, maintenant la Tchéquie. Ma mère est tchèque et mon père est algérien. Et Oui. voilà, donc j'ai passé mon enfance jusqu'à 13-14 ans en Algérie. Et donc, j'y suis évidemment très attachée. D'ailleurs, je reviens de là-bas, j'étais là-bas pour l'Aïd et c'était très bien. Donc, Oui. voilà, un jour, quand je prendrai ma retraite, ce sera sûrement en partie là-bas. Donc, Mhm. voilà. J'imagine dans la nature, où il y a des éoliennes, des panneaux solaires, On va essayer de mettre les panneaux entre solaires autres, partout, dans tout le désert. partout. Oui, 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 ça c'est clair. Alors, vous avez toujours été, donc pour parler un peu de vous, de faire connaître sur un plan plus personnel, comme le veut la tradition dans cette émission. Donc, on sent chez vous ce multiculturalisme, chez vous déjà de naissance, du fait que vous soyez de parents mixtes, et puis de vos voyages à travers les études, la famille, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez transporté avec vous avec beaucoup de facilité d'adaptation, ou alors ça a toujours été un éternel recommencement, adaptation, réadaptation dans les différentes étapes de votre vie et vos déplacements? Ça devient de plus en plus facile avec l'âge, mais ça n'a pas toujours été facile parce que j'étais toujours très attachée à l'Algérie. Et l'Algérie, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est aussi la personne qui a été la plus proche de moi au courant de toute une vie. C'est le plus jeune frère de mon père, Nourdin Ferrouri, Allah yarhamou, qui, donc, vous voyez une peinture, là, Artiste peintre? Ah, bah, l'artiste peintre formidable. qui prend Oui, beaucoup oui, d'art d'Alger, que vous connaissez bien. oui, Et oui, oui. donc, Oui. pour moi, l'Algérie, c'était lui aussi. Donc, c'était ses coups, voilà. Donc, Ses coups de gueule. Vous alliez dire oui, ses coups de gueule. Il en avait beaucoup. Il en avait oui, beaucoup parce qu'il aimait l'art et il déplorait certaines situations de l'art en Algérie, c'est clair. voilà, Il n'était pas le voilà. seul d'ailleurs. Mm. Donc, oui, pour moi, il y a toujours cet achetage pour l'Algérie et pour les pays en développement, pour essayer d'aider, en fait, les pays qui devraient avoir des situations bien meilleures pour leur population et leur société. Et donc, ça n'a pas toujours été facile, mais je dois dire que je me sens extrêmement chanceuse. J'ai pu vivre dans différents pays, apprendre différentes cultures. Ça m'a ouvert à des visions différentes du monde. Et vous savez, ce qui est intéressant pour moi, c'est de tout ça, c'est tout simplement d'avoir non seulement une ouverture d'esprit, mais d'être tolérant, quoi, d'être tolérant de toutes les différentes cultures et les différentes visions qu'on peut avoir du monde. Bon, à part certaines, hein, entre nous. Mais non, mais juste pour vous dire, parce que vous savez, il y a une dizaine d'années, je suis devenue pratiquante, je ne l'étais pas avant, et donc je porte le voile, etc. Là, je ne le porte pas, mais je le porte quand je suis dans les pays musulmans. Et je le portais avant même en Europe. Et en France, j'étais agressée plusieurs fois, donc j'ai décidé de l'enlever en France. Parce que voilà, le jeu ne vaut pas la chandelle, mais j'étais quand même très déçue de voir qu'il n'y avait pas cette ouverture d'esprit. Au final, c'est un choix personnel. C'est Oui, personne qui m'oblige à le mettre. C'est ma relation avec Dieu. Donc, c'était vraiment très gênant pour moi d'avoir cette expérience. Surtout que ici, vous pouvez être en mini-jupe à Abu Dhabi, vous pouvez être en mini-jupe, vous pouvez être voilà, avec un beau décolleté, etc. Et puis, vous pouvez être avec votre voile. Personne ne va oui, vous juger. Et oui, donc, ça, c'est c'est ce vrai. que j'aime bien ici. Pourtant, c'est assez étonnant. Je ne m'attendais pas, quand je suis arrivée il y a 10 ans ici, à avoir une société aussi ouverte hein, par rapport aux choses. Mhm. Donc, voilà, pour des pays qui se disent voilà, ouverts et démocratiques depuis très longtemps, c'est un peu décevant, même s'il y a plein d'autres choses que j'aime énormément hein, dans la culture française. C'est pas du tout voilà, c'est juste un constat d'une expérience personnelle qui m'a beaucoup gênée. Donc oui, ça n'a pas toujours été facile, mais je suis très heureuse d'avoir eu cette chance-là de pouvoir avoir différentes voilà, interactions avec des cultures très différentes. Oui. Et c'est vrai ce que vous dites. Et nos pays dans le Maghreb devraient en prendre de la graine, parce qu'on pense être plus ouverts que les pays du Golfe. Mais en tout cas, pour l'exemple que vous venez de citer aux Émirats, effectivement, aux Émirats arabes unis, effectivement, pour y être allé, c'est frappant. La première fois de voir aussi bien
de pouvoir circuler en mini-jupe et débardeur ou en abaya sans attirer les regards des autres. Effectivement, je confirme. Alors, Madame Rabia Faroukhi, nous allons encore essayer de faire plus ample connaissance avec vous et avec vos goûts culinaires, musicaux, littéraires, cinéma. Est-ce que vous avez le temps pour tout ça? Parce que je sais que vous avez un emploi du temps hyper chargé de par vos responsabilités, vos conférences, vos déplacements, vos publications, etc. Alors, en matière culinaire, est-ce que vous avez le temps de cuisiner d'abord, hein? On va me dire, ah oui, mais pourquoi tu ne poses jamais cette question aux hommes? C'est vrai que je devrais la poser. À culpa. Moi, je trouve aussi. On m'a posé cette question il n'y a pas longtemps. On m'a dit, mais tu dois être un cordon bleu. Et je lui ai dit, est-ce que tu aurais posé cette question si j'étais un... C'est vrai. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Quel type de cuisine aimez-vous? Je vais dire tout de suite, je ne suis pas un cordon bleu. Il y a des choses que je fais assez bien et j'adore la cuisine algérienne. Mais je n'aime pas d'autres cuisines. J'adore la cuisine japonaise, italienne. Voilà, j'aime bien. Je ne suis pas une très grande mangeuse, mais j'aime bien les bonnes choses. Ouais, voilà. Très bien. Et donc, je ne cuisine plus depuis que mon fils est parti. Bon, j'ai un fils de 22 ans qui est à Paris. Oui. Et il est parti à l'âge de 18 ans. Et ce jour-là, j'ai décidé que j'allais à la retraite de la cuisine. Je ne cuisine plus. Comme je vous comprends. Comme je vous comprends. Oui. Et alors, ça, c'était pour la cuisine. En musique, alors, est-ce que vous êtes mélomane ou mélowoman? Allez, on va inventer un mot aujourd'hui. Mélowoman. Est-ce que vous avez de la musique partout? Vous éprouvez le besoin d'avoir la musique dans la voiture, chez vous, à la maison, au travail ou pas? Alors, pas vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que je chantais avant dans un groupe à Paris. Et puis, évidemment, à un moment, il faut choisir entre son travail et puis autre chose, les hobbies. Et donc, j'aime beaucoup la musique. Hein, j'aime bien chanter. Là, j'étais à Alger avec le mari de ma cousine qui a un tout petit studio avec lequel on se fait plaisir, quoi. Mais j'ai pas besoin d'avoir la musique tout le temps. Je dois dire, pendant un certain temps, je l'écoutais pas vraiment. J'ai un peu fait mon Cat Stevens, qui, quand il a arrêté de chanter, quand il s'est converti. Il a complètement arrêté la musique. Donc j'ai fait. Vous avez une crise mystique, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Oui, totalement. Et puis voilà, pour ça, la musique, c'était pas, c'était pas très clair pour moi si c'était halal ou haram. Donc je me suis dit bon, je vais pas le faire. Et puis après, vous savez, quand on épouse une pratique comme je l'ai fait, vous allez un peu à l'extrême au départ. Et puis après, vous accommodez par rapport à votre propre parcours, vos propres goûts, etc. Donc, je suis devenue beaucoup plus relax et voilà, maintenant, j'écoute un peu plus de musique, mais je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Voilà. Oui, et le chant religieux n'a pas pu remplacer, n'a pas pu prendre sa place, musicalement parlant? Non, parce que c'est encore autre chose. Peut-être que pour quelqu'un qui grandit seulement avec ça, c'est différent. Mais moi, il y a tout un tas de choses que j'adore. Hein. J'adore le reggae, j'adore le rock, j'adore le shabi. Voilà, donc c'est un peu difficile de juste se concentrer. Et voilà, et moi, je pense qu'il n'y a pas de mal, hein, voilà, à aimer ces choses-là et se faire plaisir. Absolument pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Littérature, alors? Alors, littérature, je lis énormément pour le travail, malheureusement, depuis beaucoup d'années. Je lis énormément d'économistes de gauche parce que je suis une économiste de gauche. J'ai une vision très marxiste des choses, même si et encore une fois, c'est pas du communisme, hein, comme beaucoup le pensent. C'est juste un angle, un prisme de vue, un paradigme de vision, d'analyse du monde. Donc, j'analyse les choses à travers les classes sociales. Mais voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Je lis beaucoup de ces choses-là. J'ai un ex-mari qui est un écrivain que j'aime énormément. C'est le père de mon fils, qui s'appelle Mounsi.
J'aime beaucoup sa littérature. Donc, j'aime pas mal de nos écrivains aussi algériens. Puis après, j'aime beaucoup la poésie, et la poésie soufie en particulier. Voilà. Donc, dans Ouais. le religieux, c'est un peu ça qui m'a mené un peu plus de nouveau vers la pratique de notre religion. Et Oui. il y a un soufi que j'aime en particulier, qui est un peu moins connu que les Rumi, etc., qui s'appelle Ibn al-Farid, qui a écrit un très, très bon, euh, très, très long poème qui s'appelle Al-Khamriya. Donc, voilà, c'est très intéressant. Oui, Et très bien. dans cette poésie, c'est cet amour entre Dieu et l'être humain. On ne sait jamais si c'est une femme ou c'est Dieu. C'est extrêmement magnifique, cet entre-deux. C'est une belle invitation à le découvrir, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, alors, cinéma, hein, il y a des films qui vous inspirent, des séries qui vous inspirent? Pas du tout, pas du tout. Ah oui, oui, oui. Alors, surtout des documentaires, Mhm. euh, encore une fois, social, économique, etc. Et puis Finalement, vous oui, déconnectez jamais, hein. Vous restez toujours, quel que soit le support, vous restez oui, toujours focus oui, dans votre domaine. Oui. je suis assez obsessionnelle, ouais, c'est vrai. Oui, Mais voilà, pardon, je vous ai interrompu. Donc, parler j'aurais de tout. documentaire, oui. Oui, non, c'est pas grave. J'ai dit, j'aurai tout le temps un jour quand je prendrai ma retraite pour faire toutes les autres choses. Mais ça, Oui, il m'arrive de lire quand même, hein, de temps en temps, une fiction voilà, ou aller voir un film au cinéma. Mais je crois que j'aime surtout un cinéma qui existe plus vraiment, hein. J'aime Pier Paolo Pasolini, je ne sais pas si vous oui, bien connaissez. sûr. Mais oui, oui, Voilà, oui. des gens qui sont quand même assez engagés. Et voilà, c'est un peu, je pense, un genre de cinéma qui n'existe plus vraiment. Aussi un peu les indépendants américains, peut-être. Mais Oui, voilà. oui. Oui, bon, vous n'êtes pas du tout dans le coup dans l'actualité cinématographique actuelle, encore moins dans les séries, etc., etc. Bon, Pas alors, vraiment. peut-être une dernière question, Béa Folory. C'est une question tradition pour terminer l'émission à chaque numéro. Je demande à nos invités d'essayer de se rappeler le jour du grand départ. Alors, chez vous, il y en a eu peut-être plusieurs. Mais essayez de vous rappeler un jour de grand départ où vous avez fait vos bagages pour partir peut-être loin et longtemps, ce que vous avez emporté de très précieux à vos yeux dans cette valise. C'est joli. Euh, le départ le plus difficile pour moi, ça a été quand j'ai quitté l'Algérie vers 13-14 ans. Je me suis cachée sous la table et Nordine faisait tout pour qu'on n'aille pas dans la salle, que personne n'aille à la salle à manger pour ne pas me trouver parce que c'était une grande déchirure. Et j'ai pris avec lui, avec moi, par exemple, pardon, dans ma valise, une photo et un dessin de lui. Oh, de votre oncle, l'artiste peintre Nordine Faroukhi. Merci, Madame Faroukhi, pour votre sincérité. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir fait votre diasporama à partir de Abu Dhabi, les Émirats arabes unis. Je vous souhaite plein succès dans vos fonctions actuelles et futures. Et je rappelle à nos amis qui nous suivent depuis toujours, qui peuvent revoir cette émission sur le site web du Soir d'Algérie, sur la chaîne YouTube du Soir d'Algérie et notre page Facebook. Merci bien, Madame Faroukhi. À très bientôt. C'est Au moi revoir. qui vous remercie. Au Au revoir. Au revoir. revoir.